le petit débat que j'avais à vous proposer, c'est le suivant. Vous êtes tous des gens qui sont issus plus ou moins de la culture, etc. Et en ce moment, comme j'ai la flemme de préparer mes émissions, je prends juste des questions au hasard et je vous les pose. Et la question suivante, elle est la suivante, justement, par définition. C'est une question qui va parler d'histoire de l'art et d'archéologie. Alors les deux qui sont là, ils connaissent le sujet parce qu'ils étaient là à l'heure, franchement. Oui, mais j'ai eu vent un petit peu de... Ah merde, Raphaël a capté à spoiler. Ouais, mais je pouvais pas le laisser comme ça. Ah non, moi, en fait, je l'ai harcelé pour savoir. Voilà. Bah oui. Et bah du coup, c'est vrai que tu connais le sujet. Franchement, on va parler donc du coup de... Alors comment le moduler ce sujet ? C'est un sujet qui est assez sensible, hein, mine de rien. C'est est-ce qu'il faut ou non restituer le patrimoine artistique ou archéologique dans les pays d'où ils viennent. Tout ce qu'on a, du coup je vais prendre partie entre guillemets, mais récupéré ou volé, hein, si on peut dire au 19e siècle, 20e siècle, ou même encore maintenant, et qui traînent dans nos musées. Est-ce qu'il faut, nos musées, je dis à nouveau français, mais même dans tout l'Occident, est-ce qu'il faut les restituer ou non ? C'est une question qui est actuelle et un peu difficile aussi, donc allez-y, répondez-y, 22h10, le 21/06/2020, pour le jour de la fête de la musique, c'est incroyable, ça n'a absolument rien à voir en plus. Putain, c'est chaud. C'est chaud, hein, c'est chaud. Bah, c'est compliqué, oui. J'ai envie de dire, bah ouais, on rend tout, mais trop cool. Oui, bah oui. Moi, c'est la première... C'est la première réaction qu'on a, on se dit... Bien sûr. Après, tu dis, merde, si on a plus rien dans nos musées, c'est merde, tu vois. Oui, ouais, c'est ça. En second temps, quoi. Cette question, ça a beaucoup un peu illustré notre master avec mes collègues, parce qu'on a fait du coup ensemble un master sur les métiers des patrimoines, et donc par conséquent, il y a une partie qui était sur la conservation du patrimoine, voire la restauration des objets, des outils, même les deux, finalement, parce que vous avez aussi la possibilité de faire plusieurs métiers qui sont liés à ça. Et en fait, déjà, en partant de cette question, il faut commencer par le fait que les objets qui sont dans les musées, en majeure partie, les objets tout du moins étrangers, sont des objets qui ont été spoliés à un moment de leur histoire à des pays qui ont été conquis par la force ou par la diplomatie ou par des traités, etc., que sais-je, et qui aujourd'hui posent débat parce que ces pays sont, pour l'art africain par exemple, commencent à être bien développés, et donc du coup qui peuvent avoir leur propre musée, et donc il y a une partie de leur histoire qui est ailleurs. Alors, je pense que vous avez par exemple tous écouté, tous entendu cette éternelle demande qu'a la Grèce sur la frise du Parthénon à Londres. À Londres. Comment il s'appelle, au Metropolitan Museum. Et en fait, c'est toute la problématique. C'est il y a deux questions. C'est est-ce qu'on les rendre? Effectivement, c'est la question que tu poses. Ouais. Et donc du coup, pour moi, il y a une réponse. C'est si on les rend, oui. Pour moi, la question se pose pas. Ça serait oui parce que c'est leur histoire à eux. Peut-être même que d'ailleurs il y a une histoire qui est reliée aussi au pays qui les a pris. Enfin, il y a aussi à voir, c'est certes au cas par cas, mais si le pays en question a les possibilités, les prédispositions de protéger ce patrimoine. C'est ce que fait par exemple l'Égypte. L'Égypte, c'est l'exemple parfait. C'est-à-dire que l'Égypte, ils sont en train de faire un grand musée pour les pyramides de Gizeh, qui devra ouvrir dans pas longtemps, et qui du coup va récupérer énormément de collections de partout. Mais parce que ce musée, en plus, il va coûter très cher, il sera quand même de manière assez technologique, comme avait été le Guggenheim, alors aux Émirats Arabes Unis, d'accord. C'est pas au Qatar, c'est à Doha, donc je sais plus, enfin dans un des Émirats Arabes Unis justement. Donc c'est les pays justement qui recherchent à récupérer leur patrimoine. Donc dans l'éventualité, on dirait oui, qu'on exporterait donc tout ce que l'on pourrait avoir de leur histoire au fur et à mesure des siècles. Il y a une autre question après qu'il faut approfondir. Oui. C'est si on rend les choses, les biens, l'histoire un peu spoliée à ces peuples, à ces pays, qu'est-ce qui nous reste? Ah, tu veux dire à nous? Oui. C'est ça aussi. Notre propre histoire, techniquement. Et oui. Et donc ça veut dire qu'il faudrait réinventer le musée ou les collections que l'on a dans le but de pouvoir davantage approfondir. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais que tu soulèves qui est extrêmement intéressant, mine de rien, quoi qu'il arrive. Mais pour résumer, en fait, oui, il faudrait le rendre parce que, par leur définition, c'est pour eux, c'est leur histoire. Après, je comprends tout à fait les personnes qui pourraient pas être d'accord, dans le sens où il faudrait donc aller voir ce patrimoine qui est à la base d'un patrimoine qu'on a pris, chez eux, dans leur pays, ce qui complexifierait peut-être la culture et la compréhension de ces peuples chez nous.
mais ça fait partie quand même d'un système qui a fait son mal dans les siècles précédents, à travers la colonisation, etc. Et comme disait Alex, on a énormément de choses aussi par rapport aux droits des gens, aux droits des communautés qui se réveillent, parce que même si on parle pas forcément de pays, il y a des communautés ou des peuples qui, sans passer par le pays dans lequel ils sont, ont une propre culture, qui peuvent aussi réclamer leur propre patrimoine. Enfin, c'était le cas par exemple, je sais plus quelle tribu africaine qui réclamait au Quai d'Orsay au Quai d'Orsay, au Quai Branly, pardon, au Quai d'Orsay, pardon, au Quai Branly, les têtes coupées momifiées de certaines personnes. Ouais. Donc voilà. Enfin, pour résumer, pour moi, oui, ça reste évident de rendre ce patrimoine, même si je concède que ça sera pas facile pour nous de le vouloir, enfin de le faire, de le configurer, oui, de le faire et de s'y projeter. Mais en même temps, ça peut être aussi une porte d'ouverture sur comprendre davantage aussi notre histoire. Et une histoire aussi européenne. Européenne, ouais. Effectivement, comme tu le disais, tu parlais du Quai Branly, si tu rends les collections du Quai Branly, si tu rends au Quai Branly les collections dans les pays d'origine, il n'y a plus rien. Oui, tout à fait. Il y a plus grand chose à côté, bien sûr. Donc, mais en même temps, voilà, comme tu dis, moi je suis complètement d'accord dans le sens, c'est leur patrimoine et. Mais ça semble logique, quoi. C'est encore pareil, c'est l'héritage du passé colonialiste de la France, c'est toujours pareil, mais ça fait partie de leur histoire. Je veux dire, qu'est-ce qu'on dirait si, je dis n'importe quoi, des archéologues kenyans venaient fouiller chez nous, récupérer des objets antiques qui restent sous le sol en fait, et qui exposaient là-bas en disant bah non, c'est nous qui l'avons trouvé, donc ça reste au Kenya et pas en France, quoi. Donc c'est pareil, ça serait complètement absurde et on crierait au scandale que ça soit pas exposé en France, quoi. Donc on en vient au même problème, quoi. Effectivement. Ouais. Franchement, t'as quelque chose à dire? Bah non, moi sur le principe, je suis hyper cool, hein. Je dis vas-y, je rends tout. Tu vois, effectivement, c'est dur d'imaginer de rendre tout comme ça. Quand tu penses au Louvre. Ça fait des milliers de collections qui d'un coup disparaissent. C'est ça. Après, on a énormément de choses. On n'est peut-être pas légitime de les avoir, quoi. Ouais. Mais du coup, ça soulève aussi une autre question. C'est si on doit rendre le patrimoine, comme tu as dit, il y a certains pays qui peuvent le récupérer sans aucun problème. Mais il y a quand même aussi beaucoup de pays qui, à l'heure actuelle, ont des gros soucis de stabilité politique, etc. Et du coup, ça veut dire qu'à ces pays-là, est-ce qu'il faut leur rendre ou pas quand même, sachant que leurs œuvres risquent d'être détruites? Et que même dans certains pays, il y a une partie de la population qui détruit déjà du patrimoine qui est en place. Tu vois ce qui se passe dans certains pays, quand tu vas à Palmyre, par exemple, c'est terrible. Ouais. C'est ça, ouais. Je pensais notamment à tout ce qu'a fait l'État islamique pendant la période où ils ont tout défoncé dans les pays arabes. Ça fait partie des méthodes de base de l'obscurantisme, c'est détruire la culture, détruire l'histoire pour reformer plus facilement l'esprit. Et donc forcément, on dérive un petit peu, mais effectivement... rendre du coup effectivement ces collections à ces pays-là, oui, c'est tout à fait légitime, mais d'un autre côté, effectivement, si c'est pour tout détruire, est-ce qu'il vaut peut-être mieux attendre qu'il y ait une stabilité politique qui soit un peu plus en place pour le rendre, effectivement. Puis après, quand on revient au niveau du patrimoine syrien puis irakien, parce que tu peux remonter jusqu'à depuis que les Américains sont venus, parce qu'il y a eu aussi des pillages un petit peu de musées, etc. Bien sûr. Il y a déjà un système potentiellement de protection mondiale qui a eu lieu pour essayer de protéger les objets syriens qui ont fait l'objet de troc et puis qui finançaient diverses organisations avec des buts tout aussi néfastes. C'est des organismes de protection d'anti-trac d'objets, justement, qui ne devaient pas tomber à des mains, notamment à des personnes, à des collectionneurs en soi, et qui sortiraient du monde du public pour devenir privé en cautionnant tout ceci. Mais c'est vrai que pour ces pays, c'est compliqué parce que tu as la stabilité politique qui aide pas, et on pourrait tout à fait imaginer qu'un organisme ou une commission puisse se pencher en disant voilà, bon, c'est peut-être pas possible tout de suite, mais la question sera étudiée plus tard pour certains pays dont effectivement ils ont des comptes à rendre quant à la possible sécurité des œuvres ou pas. Mais oui, je voulais revenir sur une chose, c'est tout à l'heure quand on parlait, on disait que effectivement on a ramené beaucoup de choses par le colonialisme, mais il faut penser aussi que j'allais dire une bêtise, j'allais faire ça et puis ensuite dire il y a pas que du négatif, mais c'est pas dans ce sens-là, je veux dire il faut revenir même auparavant, parce que à la base la spoliation elle est venue aussi du fait qu'on a créé
les premiers sortes de musées qu'on appelle les cabinets de curiosité. Et c'est ça qui a aussi permis de collectionner. Mais en même temps, si tu as collectionné, si les gens ont fait ça un peu partout, c'est des gens aussi, des scientifiques, amateurs ou non, hein, mais qui ont commencé aussi à classifier. Donc si on connaît beaucoup de choses aujourd'hui, c'est grâce à eux. Grâce à ce travail-là, Donc il y a un travail qui est pas à négliger, mais comme beaucoup de sujets, la mondialisation est passée par là, et donc ensuite il y a des questions qui peuvent être posées aujourd'hui. Mais la base n'est pas complètement négative. C'était dans le but de recherche scientifique, certes, mêlée à parfois des spoliations à cause de territoires concrètes. Ouais. Parce que du coup, est-ce qu'il y aurait pas un peu de propriété intellectuelle dans tout c'est toute la question, dans c'est-à-dire toutes que les recherches qu'il y a eu, effectivement. C'est-à-dire que techniquement parlant, on va prendre le cas de l'Égypte, le patrimoine égyptien pharaonique n'a rien à voir avec le patrimoine égyptien arabe, par exemple, tu vois. Techniquement parlant, parce que c'est deux peuples qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre, et même les Grecs qui sont passés au milieu dans le tas. Mais en même temps, du coup, le cas se pose effectivement avec l'exemple que tu as donné, c'est-à-dire que notre patrimoine à nous, en France, techniquement, les Gaulois ne sont pas des Français. Donc ça veut dire que le patrimoine gaulois appartient aux Gaulois, mais du coup, qui sont les Gaulois, etc. Donc c'est la question, c'est est-ce que le patrimoine d'un lieu appartient à la personne qui est dessus ou non? Certes. Après, alors effectivement, il y a cette question d'un côté. Bon, après on va encore sur le débat, mais il y a un héritage, forcément. Oui, forcément. Je veux dire, si on avait eu, si c'est les Grecs qui avaient été qui étaient sur le territoire, ce qui est maintenant la France, c'est pas les Gaulois, ça serait complètement différent. Donc, et on le voit effectivement entre tu parles pour reprendre l'Égypte qui ressort depuis tout à l'heure, le patrimoine égyptien et le patrimoine français, quelle que soit, toute époque confondue, ça n'a rien à voir. Il y a rien qui se retrouve, même presque au niveau de la préhistoire. Il y a des choses encore différentes sur les espèces. En vrai, bien sûr. Mais voilà, donc au final, je pense que le sol, le droit du sol quelque part se pose, oui, puisque ça reste la culture et c'est sur le territoire, on est hérité de ce territoire-là. C'est la culture du territoire, c'est ça. Mais je suis assez d'accord avec ça. Je veux juste vous la poser pour vous foutre les bâtons dans les roues, hein, mais je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord en fait sur cette idée-là. Et je voulais revenir sur autre chose du coup parce que on parle du coup de s'il y a des choses qui vont dans des pays où il y a des problèmes, il y a destruction de patrimoine, etc. En ce moment, on parle beaucoup des déboulonnages de statues qui se font. Alors moi, je ne suis pas du tout renseigné là-dessus. J'avais juste vu un documentaire il y a pas longtemps sur le fait qu'aux US, ils veulent retirer des statues des personnes qui sont esclavagistes. Et la question que je me posais, c'était la suivante, c'est que ça reste quand même une destruction techniquement de patrimoine. Alors un patrimoine qui est mauvais en soi, mais le problème, c'est que de mon point de vue à moi, je sais pas si vous avez le vôtre, ça sert à rien de détruire un patrimoine parce que du coup, tu extermines ce qu'il signifie. Alors que si tu expliques le patrimoine, même s'il est mauvais, même s'il est dégueulasse, au moins les gens le regardent et le comprennent le sens qu'il a à l'heure actuelle, en fait, tout simplement. Et du coup, je sais pas si vous aviez le même point de vue ou pas. Dans l'idée, on parlait de ça justement au tout début avec toi. En plus, dans l'idée, je suis complètement d'accord avec toi, dans le sens où effectivement, détruire, faire comment dire, table rase quoi. Table rase du passé, ce serait risquer de le reproduire. Je prends un exemple complètement extrême. Si tu nies complètement ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, etc., le risque c'est que ça se reproduise. Parce que tu peux pas tirer des erreurs du passé s'il n'y a pas de passé, justement. Exactement, ouais. Mais d'un autre côté, là, pour le sujet la problématique que tu soulèves, ça fait des années que les peuples noirs en question disent ce serait bien qu'on fasse quelque chose de plus clair, que ces stations les enlèvent du patrimoine à la vue de tout le monde et qu'on a les endroits où c'est limite ces statues glorifient en fin de compte c'est ça le problème. Le problème c'est plutôt la glorification de la personne. Quoi. Alors, ça fait des années qu'on demande à ce que ces statues soient déplacées, à la limite qu'on mette une plaque, qu'on change les descriptions et qu'on explique que cette personne avait visiblement qu'est-ce qu'elle a fait au niveau des noirs, etc. Quitte à ce que ces statues soient même déplacées dans un musée pour qu'on explique de façon claire et qu'elles soient beaucoup moins glorifiées. Ouais, ça fait des années qu'on demande. Et rien n'est fait en fait. Et rien n'est fait et qu'on dit en fait on s'en fout. Et donc au final, je comprends qu'au bout d'un moment il y en ait marre, que du coup la solution, tout ce qui reste c'est l'extrême et que du coup on en arrive à ce qui se passe actuellement. Après, du coup là où ça pose encore souci, c'est que qui tu considères comme esclavagiste, puisque j'ai lu, alors j'avoue que je suis pas beaucoup renseigné, effectivement j'ai pas beaucoup creusé sur le sujet, mais il y a par exemple des statues de Schulcher qui ont été déboulonnées, alors que Schulcher c'est quand même celui qui est le pionnier, on va dire, de la libération des esclaves en fait, et des lois anti-esclavagisme. Oui, et puis surtout qu'on va pas se mentir, au 19e siècle, que vous soyez esclavagiste ou pas esclavagiste, quoi qu'il arrive, vous étiez probablement raciste de base. Parce que même les non-esclavagistes considéraient quand même toujours les noirs
galère encore à l'heure actuelle à se faire respecter. Ah, bien sûr. Et le racisme est extrêmement présent, que ce soit aux États-Unis comme en France de toute façon. Même en France, il faudrait faire le ménage, tu vois. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'il faudrait virer toutes les statues de Napoléon, par exemple, concrètement. Aux États-Unis, les questions qui se posent aussi, c'est les statuts de colons. Ouais, voilà, c'est ça, parce que clairement. oui, Christophe Colomb, c'est grâce à lui effectivement qu'on a pu coloniser l'Amérique, c'est que c'est lui qui a découvert le nouveau continent, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui c'est peuplé. D'un autre côté, c'est à cause de lui qu'on a exterminé tous les natifs américains. Donc, c'est ça, ouais. Ça nous montre surtout que le monde est pas tout blanc ni tout noir. Quelque chose à dire, Raphaël? Non, c'est vrai que c'est compliqué parce que là, tu peux pas vraiment avoir de position tranchée, surtout quand t'es comme nous quatre qui avons un rapport quand même assez proche dans tout ce qui est histoire et la médiation dans le but d'expliquer justement ce qu'on voit, parce que souvent on peut s'arrêter au premier regard sans comprendre ou saisir l'entièreté de la personne. C'est de toute façon c'est l'éternel débat de la personne et de l'artiste. Oui, c'est ça. On a eu l'occasion ces derniers mois et années d'en parler sur divers sujets et diverses personnes. Mais oui, effectivement, les revendications qu'on a aujourd'hui avec tout ce qui est Black Lives Matter sont légitimes, mais c'est toujours le même problème. C'est pervers parce que ça vient de la population qui effectivement est persécutée souvent de tous les jours, et c'est sur des droits qui devrait même pas avoir aujourd'hui à être justifié. Ouais, bien sûr, ouais. Le problème, c'est que la société d'aujourd'hui, défendre des droits, c'est quelque chose qui ne rapporte rien, ou pour la plupart, enfin pour la société, n'a que peu d'impact financier, donc peu intéressant. Et le problème, c'est que si on commence à faire ça de partout, on peut avoir comme beaucoup de choses des extrêmes. C'est la question, c'est où est-ce qu'on s'arrête, quoi, du coup. On peut faire un parallèle, mais c'est un peu tiré par les cheveux. À la fin de la Révolution française, effectivement, quand on a voulu complètement bouleverser l'ordre établi et qu'on a voulu complètement enlever tout ce qui était noblesse, avec tous les à côté, les pouvoirs et les j'ai perdu le terme qui les définissait, les monarchique, tu veux dire, ouais. Oui, enfin leurs avantages. Ah oui, d'accord. Il y a un mot pour ça, mais je me rappelle plus comment c'est. Privilège. Leur privilège, voilà, merci. Pour vous dire leur privilège, c'est arrivé jusqu'à détruire du patrimoine qui peut être du patrimoine contemporain pour ces personnes, pour les révolutionnaires, hein, qui peut être par exemple des figures de clergé, tout comme des gisants de rois qui étaient morts 500 ans, quoi. Et c'est le problème, c'est que si tu veux vraiment essayer de tout oublier pour tout raser ce qui n'allait pas à l'histoire, bah tu peux pas vraiment ensuite faire un parallèle, comme a dit un parallèle, un apprentissage, comme disait Alex. C'est ça. En fait, il faut des garde-fous à tout, mais c'est surtout que là, ça devenait plus urgent de base, dans le sens où ces personnes avaient vraiment le droit et même le devoir de se faire entendre. Après, il faut voir au cas par cas, effectivement, la statue en question. Pourquoi j'avais vu il y a une tête de nègre sur qui est défini comme ceci en emblème d'un bar, etc. Ça allait même très loin, très très loin. Par exemple, Oncle Benz veut modifier son avatar qui est connu pour énormément de personnes, et qui est pas forcément péjoratif pour bon nombre d'entre nous, parce que pour nous c'est vraiment une figurine un petit peu de grand-père, et donc du coup on s'affilie plus quand c'est tout bête, hein, mais c'est ça aussi le marketing, hein. On achète du riz, on se dit c'est peut-être un savoir-faire qu'il y a derrière, chose qu'on pourrait pas avoir avec des choses trop stéréotypées, style Banania par exemple. Banania, ouais. Banania, c'était quelque chose, mais t'as toutes ces problématiques en fait. T'as les deux extrêmes, c'est-à-dire que à trop effacer c'est mal, mais à vouloir que le monde ne bouge pas, tu vas créer une gangrène qui va se prolonger sur les décennies. Même là, on parle de siècles. Oui, bien sûr. Ouais. Non, écoutez, franchement, t'as un truc à rajouter ou pas? Non, honnêtement, j'ai pas grand chose à rajouter, parce que vous avez tous des arguments assez pertinents, et je vais dans votre sens, quoi. Ouais. Vraiment, mais c'est vrai que c'est intéressant comme sujet, assez actuel aussi. Et complexe aussi. Ouais. C'est ça le gros problème. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.